L'alchimiste de Paris. Les archives oubliées. La pluie d'automne tombait en un rideau fin et glacial sur les pavés luisants du Marais, transformant les ruelles médiévales en un labyrinthe de reflets tremblants. Les réverbères projetaient des halos orangés qui se reflétaient dans les flaques d'eau, créant l'illusion de lanternes fantomatiques flottant sur le sol. Il était presque 22 heures, et la Bibliothèque nationale se préparait à fermer ses portes pour la nuit. Dans les profondeurs des archives, le docteur Thomas Dumont ignorait délibérément les annonces répétées signalant la fermeture imminente. À 32 ans, il était l'un des plus jeunes historiens de son département à l'université de la Sorbonne, mais ce soir-là, penché sur une pile de manuscrits poussiéreux, il ressemblait davantage à un vieux sage qu'à un jeune professeur. Ses cheveux bruns en désordre tombaient sur son front, et ses yeux gris, cerclés de fatigue, scrutaient page après page avec une intensité presque fiévreuse. « Encore 5 minutes, murmura-t-il pour lui-même, passant une main distraite sur sa barbe de 3 jours. Il doit bien y avoir quelque chose. La salle des archives spéciales, nichée au cœur du bâtiment historique, était un sanctuaire de savoir ancien. Les étagères en bois sombre s'élevaient jusqu'au plafond voûté, leur rayonnage débordant de documents centenaires. L'air était imprégné de cette odeur particulière propre aux vieux livres, un mélange de cuir vieilli, de papier jauni et de poussière accumulée au fil des siècles. Thomas travaillait sur une théorie qui lui avait valu les moqueries de ses collègues. Depuis des mois, il rassemblait des preuves sur l'existence d'un cercle d'alchimistes actifs dans le Marais au XVIIe siècle. Non pas les charlatans habituels qui prétendaient transformer le plomb en or, mais de véritables savants qui auraient fait des découvertes extraordinaires. Ses recherches l'avaient mené à un nom en particulier, Antoine Valois, un personnage mystérieux dont les traces semblaient s'évanouir après 1682. Monsieur Dumont, appela une voix depuis l'entrée de la salle. Nous fermons dans 5 minutes. Madame Laurent, la responsable des archives, le regardait avec un mélange d'agacement et d'affection. Depuis 3 mois qu'il venait presque chaque soir, elle s'était habituée à devoir le chasser à la fermeture. Je range tout de suite, Madame Laurent, répondit-il automatiquement, sans lever les yeux du document qu'il examinait. Il allait refermer le dossier quand quelque chose attira son attention. Derrière la pile de manuscrits qu'il venait d'étudier, à moitié dissimulé par un épais volume de registres paroissiaux, dépassait le coin d'un petit carnet relié en cuir noir. Le cœur battant, Thomas écarta délicatement les documents qui le masquaient. Le carnet était remarquablement bien conservé pour son âge. La couverture, bien que ternie par le temps, portait encore des traces de dorure sur les bords. Aucune inscription n'était visible sur l'extérieur, mais quand Thomas l'ouvrit avec précaution, ses mains se mirent à trembler. « C'est impossible, souffla-t-il. » La première page portait une date, 1682, et une signature élégante, Antoine Valois, maître des arts hermétiques. L'écriture était fine et précise, les lettres formées avec une régularité presque mécanique. Le texte alternait entre le français ancien, le latin et le grec, parsemé de symboles alchimiques complexes que Thomas ne reconnaissait que partiellement. « Monsieur Dumont. » La voix de Madame Laurent se fit plus insistante. Il est vraiment temps. Thomas jeta un regard rapide autour de lui. Il savait qu'il devrait signaler sa découverte, remplir des formulaires en triple exemplaire, attendre des semaines pour obtenir une autorisation d'étude. Et pendant ce temps, d'autres chercheurs pourraient s'emparer de sa découverte. Pour la première fois de sa carrière, il prit une décision qui allait à l'encontre de toute son éthique professionnelle. D'un geste fluide, il glissa le carnet dans sa sacoche en cuir. « J'arrive, Madame Laurent, répondit-il, s'efforçant de garder une voix normale tandis qu'il rassemblait ses affaires. Ce qu'il ne remarqua pas, c'était la silhouette sombre qu'il observait depuis l'ombre d'une étagère voisine. Une silhouette qui sortit silencieusement un téléphone portable et composa rapidement un message. Le trajet jusqu'à son appartement lui parut interminable. La pluie s'était intensifiée, et Thomas marchait rapidement, serrant sa sacoche contre lui comme si elle contenait un trésor inestimable, ce qui, d'une certaine façon, était le cas. Les rues du Marais, habituellement si vivantes, étaient presque désertes à cette heure. Seuls quelques bars et restaurants projetaient encore de la lumière sur les pavés mouillés. Son appartement se trouvait au 3e étage d'un vieil immeuble de la rue des Rosiers, au cœur du quartier historique. L'escalier en bois grinçait sous ses pas tandis qu'il montait les marches 2 à 2. Une fois à l'intérieur, il verrouilla soigneusement sa porte et tira les rideaux avant d'allumer sa lampe de bureau. L'appartement était petit mais confortable, avec des murs tapissés de livres et un bureau ancien qui occupait presque tout l'espace sous la fenêtre. Des post-it couverts de notes et de croquis tapissaient un grand tableau en liège, témoignant de mois de recherche sur les alchimistes du XVIIe siècle.
Thomas sortit le carnet de sa sacoche avec des gestes précautionneux et le posa sur son bureau. Sous la lumière directe de sa lampe, il pouvait maintenant voir des détails qui lui avaient échappé dans la pénombre des archives. La reliure portait de minuscules symboles gravés dans le cuir, des signes astronomiques et alchimiques entrelacés dans un motif complexe. Il ouvrit le journal et commença à lire, prenant des notes sur son ordinateur portable. Les premières pages contenaient des formules alchimiques classiques, la purification des métaux, la préparation d'élixirs médicinaux. Mais à mesure qu'il avançait dans sa lecture, le contenu devenait de plus en plus étrange et fascinant. Valois décrivait des expériences qui défiaient l'entendement. Il parlait de substances capables de guérir toutes les maladies, de mixtures qui ralentissaient le vieillissement. Et plus Thomas lisait, plus il devenait évident que l'alchimiste ne théorisait pas simplement, il documentait des résultats concrets. La transformation est réelle, écrivait Valois dans une entrée datée de mars 1682. J'ai observé la régénération complète des tissus mortifiés. Le sujet ne présente plus aucun signe de la gangrène qui le rongeait. Cette découverte dépasse tout ce que nous avions imaginé. La mort elle-même pourrait n'être qu'une frontière temporaire. Thomas s'arrêta de lire, son cœur battant la chamade. Si ces notes étaient authentiques, et tout dans leur apparence et leur contenu suggérait qu'elles l'étaient, il tenait entre ses mains la preuve que les alchimistes du XVIIe siècle avaient fait des découvertes médicales extraordinaires, des découvertes qui avaient été perdues ou, délibérément cachées. Vers le milieu du journal, le ton des entrées changea. L'enthousiasme initial de Valois laissa place à une inquiétude grandissante. Il commença à faire référence à une société secrète, l'Aube dorée, qui semblait s'intéresser de près à ses travaux. Les dernières pages étaient rédigées dans un code plus complexe, mêlant plusieurs langues et systèmes de symboles. La pendule sur le mur sonna 3 heures du matin, faisant sursauter Thomas. Il n'avait pas réalisé qu'il avait passé tant de temps à étudier le manuscrit. Ses yeux le brûlaient de fatigue, mais son esprit était plus éveillé que jamais. Il se leva pour se faire du café, mais un bruit dans le couloir le figea sur place. Des pas? À cette heure? Les pas s'arrêtèrent devant sa porte, et pendant un instant qui lui parut une éternité, seul le battement sourd de son cœur troubla le silence. Puis vint le coup à la porte. 3 coups précis, mesurés. Docteur Dumont. Une voix féminine, avec un léger accent italien. Je sais que vous êtes là. Nous devons parler du manuscrit. Thomas sentit son sang se glacer dans ses veines. Comment quelqu'un pouvait-il déjà être au courant? Qui êtes-vous? Demanda-t-il, s'efforçant de contrôler le tremblement dans sa voix. Je m'appelle Sophia Rossi, répondit la voix. Et votre vie est en danger. L'ordre des gardiens sait que vous avez le journal. Ouvrez, vite. Thomas hésita, son regard alternant entre la porte et le manuscrit sur son bureau. Une partie de lui voulait ignorer cette femme, prétendre qu'il n'était pas là. Mais quelque chose dans sa voix, une urgence contenue, une autorité tranquille, le poussa à agir. Il s'approcha de la porte, le cœur battant si fort qu'il était sûr que l'inconnu pouvait l'entendre. Sa main s'arrêta sur la poignée. Comment puis-je être sûr que je peux vous faire confiance? Vous ne pouvez pas, répondit-elle simplement. Mais si je voulais vous nuire, je ne serais pas seul, et je ne prendrais pas la peine de frapper. Maintenant, ouvrez cette porte avant qu'il n'arrive. Thomas prit une profonde inspiration et tourna la clé dans la serrure. Quand il ouvrit la porte, il découvrit une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux noirs striés de gris, portant un tailleur élégant qui semblait étrangement déplacé à cette heure de la nuit. Ses yeux verts le scrutèrent avec une intensité qui le mit mal à l'aise. Enfin, dit-elle en entrant rapidement dans l'appartement. Elle referma la porte derrière elle et vérifia par le Judas avant de se tourner vers lui. Où est le journal? Je ne sais pas de quoi vous parlez, tenta Thomas, mais le regard qu'elle lui lança le fit taire. Docteur Dumont, nous n'avons pas le temps pour ces jeux. Je suis la gardienne de l'Aube dorée à Paris, et vous venez de vous retrouver au centre d'une guerre vieille de 4 siècles. Maintenant, montrez-moi le journal de Valois. Thomas sentit le monde vaciller légèrement autour de lui. L'Aube dorée, le nom mentionné dans le journal. Cette nuit qui avait commencé par une simple découverte dans les archives venait de prendre un tournant qui allait changer sa vie à jamais. Et quelque part dans la nuit parisienne, d'autres forces se mettaient en mouvement, convergeant vers son petit appartement du Marais, attiré par un secret vieux de plus de 300 ans. La Société de l'Aube dorée. Sophia Rossi se tenait maintenant au milieu du petit salon de Thomas, ses yeux verts parcourant rapidement la pièce tandis qu'elle retirait ses gants en cuir noir.
Son regard s'arrêta sur le tableau en liège couvert de notes et de croquis concernant les alchimistes du XVIIe siècle. Vous avez fait des recherches approfondies, commenta-t-elle, s'approchant pour examiner les documents. Mais vous n'avez découvert qu'une infime partie de la vérité. Thomas observait cette femme énigmatique qui avait fait irruption dans sa vie en pleine nuit. Malgré son apparence élégante et son maintien aristocratique, quelque chose dans sa posture trahissait une vigilance constante, comme un félin aux aguets. Vous parlez de l'aube dorée, dit-il, essayant de garder une voix ferme. La société mentionnée dans le journal de Valois. Sophia se tourna vers lui, un sourire énigmatique aux lèvres. Le journal que vous avez, emprunté aux archives nationales. Thomas sentit ses joues rougir. Je comptais le rapporter. Je voulais juste avoir le temps de l'étudier sans que d'autres ne s'en emparent, termina-t-elle. C'était imprudent, mais compréhensible. Et ironiquement, vous avez peut-être sauvé ce document en le sortant des archives ce soir. Elle s'approcha de la fenêtre, écartant légèrement le rideau pour jeter un coup d'œil dans la rue en contrebas. La pluie continuait de tomber, transformant les réverbères en constellations tremblantes. L'aube dorée existe depuis le XIIIe siècle, continua-t-elle, laissant retomber le rideau. Nous sommes les gardiens de certaines connaissances qui ne doivent pas tomber entre de mauvaises mains. Des secrets qui pourraient changer le monde, ou le détruire. Thomas s'assit lourdement dans son fauteuil de lecture, le journal de Valois posé sur ses genoux. Vous voulez dire que tout ce qui est écrit ici, toutes ces expériences, ces découvertes, c'est réel? Plus réel que vous ne pouvez l'imaginer, répondit Sophia. Elle s'approcha et tendit la main vers le journal. Puis-je? Avec une certaine réticence, Thomas lui tendit le carnet. Sophia le manipula avec expertise, ses doigts parcourant la reliure et les pages avec la familiarité de quelqu'un habitué à manipuler des documents anciens. Antoine Valois, murmura-t-elle. Un génie incompris de son temps. Il était sur le point de faire la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité, mais il a aussi compris le terrible prix qui l'accompagnait. Un bruit sourd dans la rue fit sursauter Thomas. Sophia, elle, n'eut aucune réaction visible, mais ses mains se crispèrent légèrement sur le journal. Que voulez-vous dire? Demanda Thomas, intrigué malgré son appréhension croissante. Quel prix? Sophia referma doucement le journal et le posa sur le bureau. L'immortalité, docteur Dumont. Valois avait trouvé le secret de la vie éternelle. Mais comme tous les grands pouvoirs, celui-ci aussi corrompait ceux qui le détenaient. Elle s'approcha du tableau en liège et pointa du doigt une des notes de Thomas concernant la disparition mystérieuse de certains alchimistes au XVIIe siècle. Vous avez remarqué ces disparitions, n'est-ce pas? Ce n'étaient pas des disparitions. C'étaient des fuites. Ces hommes et ces femmes fuyaient l'ordre des gardiens, une organisation rivale qui cherchait à s'emparer de leurs secrets. Thomas se leva et s'approcha du tableau, regardant ses propres recherches sous un nouveau jour. L'ordre des gardiens, ils existent encore aujourd'hui. Oh oui, répondit Sophia, son visage s'assombrissant. Et ils savent que vous avez trouvé le journal. C'est pour ça que je suis ici. Nous devons décoder ce journal avant eux. Elle sortit son téléphone portable et vérifia rapidement quelque chose avant de le ranger. Nous avons peut-être quelques heures avant qu'il n'arrive. Montrez-moi ce que vous avez déjà compris du code de Valois. Thomas se précipita vers son ordinateur portable et ouvrit ses notes. Le texte alterne entre plusieurs langues, français ancien, latin, grec, mais ce n'est pas aléatoire. J'ai remarqué des motifs dans la façon dont il change de langue. Sophia s'approcha, lisant par-dessus son épaule. Bien vu. Valois utilisait un système de codage multiniveau. La langue elle-même est un indice sur la nature de l'information cachée. Pendant les heures qui suivirent, ils travaillèrent ensemble à décoder les passages les plus cryptiques du journal. Sophia possédait une connaissance approfondie des symboles alchimiques et de leur signification cachée, tandis que l'expertise historique de Thomas permettait de contextualiser les références. Regardez ça, dit Thomas vers 4 heures du matin, pointant un passage particulièrement intriguant. Il mentionne un laboratoire secret dans les caves d'une maison du Marais. Les coordonnées semblent être encodées dans cette série de symboles astronomiques. Sophia se pencha pour examiner le passage. Oui, c'est sa façon habituelle de cacher des localisations. Les positions des planètes correspondent à des points sur une carte de Paris. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est cette formule qui revient régulièrement. Elle sortit un petit carnet de la poche intérieure de sa veste et commença à noter une série de symboles. C'est la base de sa découverte sur l'immortalité. Mais il manque des éléments clés,
il les a délibérément dispersés dans différentes parties du texte. Thomas s'étira, ses muscles endoloris protestant après des heures penchées sur le manuscrit. Il se dirigea vers la cuisine pour préparer du café, son esprit tourbillonnant avec toutes ces nouvelles informations. « Comment êtes-vous devenu membre de l'Aube dorée » demanda-t-il en revenant avec 2 tasses fumantes. Sophia accepta le café avec un léger sourire. « C'est une histoire de famille. Ma mère était une gardienne avant moi, comme sa mère avant elle. Nous sommes les protecteurs de ses secrets depuis des générations. Et l'ordre des gardiens ? Que veulent-ils exactement ? » Le visage de Sophia s'assombrit. Le pouvoir. Ils croient que ces secrets devraient être utilisés, pas protégés. Ils veulent contrôler l'immortalité, la vendre aux plus offrants. Ils ne comprennent pas que certaines découvertes sont trop dangereuses pour l'humanité. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Thomas regardait la pluie qui continuait de tomber dehors, créant des ombres mouvantes sur les murs de son appartement. Tout ce qu'il avait cru savoir sur l'histoire, sur la science, sur la réalité elle-même, était en train de s'effondrer. « Il y a autre chose que vous devez savoir, » dit Sophia, brisant le silence. « L'ordre n'est pas notre seul problème. Il y a des gens au sein même de l'Aube dorée qui pensent que le temps est venu de révéler certains secrets. Ils croient que l'humanité est prête. Et vous ? Qu'en pensez-vous ? » Sophia le regarda longuement avant de répondre. « Je pense que le pouvoir corrompt, docteur Dumont. Toujours. L'histoire nous l'a prouvé maintes et maintes fois. L'immortalité, ce n'est pas seulement une question de vie éternelle. C'est le pouvoir ultime sur la vie et la mort. Qui peut dire ce que les gouvernements, les entreprises, les individus feraient avec un tel pouvoir ? » Thomas allait répondre quand un bruit métallique résonna dans la cage d'escalier. Sophia se figea, tous ses sens en alerte. « Ils sont là, » murmura-t-elle, sortant un petit pistolet de son sac. Plus tôt que prévu. « Qui ça, il ?» demanda Thomas, son cœur battant la chamade. « L'ordre. Ils ont dû suivre mes traces. » Elle se dirigea rapidement vers le bureau et ramassa le journal de Valois. « Nous devons partir. Maintenant. » « Mais par où ? » ?»« Ils sont dans l'escalier. » Sophia sourit, un éclair d'excitation dans les yeux. « Docteur Dumont, vous habitez dans un immeuble du XVIIe siècle. À cette époque, tous les bâtiments du Marais avaient des passages secrets, » termina Thomas, comprenant soudain. Il se précipita vers sa bibliothèque et commença à tâter le mur derrière. « J'ai toujours pensé que c'était une légende urbaine, mais... » Un déclic se fit entendre, et une section du mur pivota légèrement. Sophia hocha la tête avec approbation. « Vite, » dit-elle, poussant Thomas vers l'ouverture. « Et n'oubliez pas votre ordinateur. Vos notes pourraient être cruciales. » Thomas attrapa son laptop et sa sacoche, jetant un dernier regard à son appartement. Des bruits de pas se rapprochaient dans l'escalier. « Docteur Dumont » appela Sophia depuis le passage secret, « bienvenue dans le véritable monde de l'histoire. » Il la suivit dans l'obscurité, le panneau se refermant silencieusement derrière eux juste au moment où la porte d'entrée volait en éclats. Leur descente dans les entrailles de Paris venait de commencer, et avec elle, une aventure qui dépassait tout ce que Thomas aurait pu imaginer dans ses recherches les plus folles. Dans l'obscurité du passage, guidés par la faible lumière du téléphone de Sophia, ils commencèrent leur fuite à travers le réseau secret des passages du vieux Paris, poursuivis par des ombres dont l'existence même remettait en question tout ce que Thomas croyait savoir sur l'histoire. Les gardiens de l'ombre. Le passage secret était étroit et humide, ses murs de pierre suintant d'une humidité séculaire. Thomas et Sophia progressaient rapidement dans la pénombre, guidés uniquement par la faible lueur du téléphone de Sophia. L'air était lourd, chargé de l'odeur de terre et de temps qui caractérise les lieux longtemps abandonnés. « Ces passages datent du Moyen-Âge, » murmura Sophia, sa voix à peine plus haute qu'un chuchotement. Ils formaient un réseau complexe reliant les maisons des plus importantes familles du Marais. L'Aube dorée les a utilisés pendant des siècles pour échapper à ses poursuivants. Thomas trébucha sur une pierre descellée, se rattrapant de justesse au mur humide. « Et vous les connaissez tous ?» Un léger sourire éclaira le visage de Sophia dans la pénombre. « Disons que j'en connais suffisamment pour nous sortir d'ici en vie. » Ils marchèrent pendant ce qui sembla une éternité à Thomas, tournant parfois à droite, parfois à gauche, descendant occasionnellement quelques marches usées. Il avait complètement perdu le sens de l'orientation, mais Sophia semblait savoir exactement où elle allait. « Stop » dit-elle soudainement, levant une main. « Vous entendez ?» Thomas retint sa respiration. Au début,
Il n'entendit que le battement sourd de son propre cœur, puis il les perçut, des échos lointains de pas, quelque part dans le labyrinthe de tunnels. Ils connaissent aussi les passages, expliqua Sophia, reprenant sa marche d'un pas plus rapide. Mais pas aussi bien que nous. Par ici. Elle le guida vers une ouverture si étroite qu'ils durent se glisser de côté pour la franchir. Le passage déboucha sur une petite chambre circulaire, probablement une ancienne cave à vin. Sophia dirigea la lumière de son téléphone vers le haut, révélant une trappe dans le plafond. « Nous sommes sous la rue des Francs-Bourgeois », dit-elle en sortant un petit trousseau de clés de sa poche. « Il y a un appartement sur de l'aube dorée juste au-dessus. Nous pourrons y examiner le journal plus en détail. » Tandis qu'elle cherchait la bonne clé, Thomas sortit le journal de sa sacoche, l'examinant à la lueur de son propre téléphone. « Sophia, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si Valois avait vraiment découvert le secret de l'immortalité, pourquoi l'avoir codé de manière aussi complexe? Pourquoi ne pas l'avoir simplement détruit? » Sophia s'arrêta dans sa recherche de clés, se tournant vers lui avec une expression grave. Parce que la connaissance, même dangereuse, ne peut jamais être complètement détruite. Elle ressurgit toujours, d'une manière ou d'une autre. La meilleure façon de protéger un secret n'est pas de l'effacer, mais de s'assurer qu'il ne soit compris que par ceux qui en mesurent pleinement les conséquences. Elle trouva enfin la bonne clé et l'inséra dans la serrure de la trappe. C'est pour ça que le journal est écrit comme il l'est. Chaque niveau de code n'est pas seulement une protection, c'est aussi un test. Pour comprendre la formule, il faut d'abord comprendre la philosophie qui la sous-tend. Le verrou céda dans un cliquetis métallique, mais avant que Sophia ne puisse ouvrir la trappe, un bruit sourd résonna dans le tunnel qu'il venait de quitter. Des voix étouffées se rapprochaient. « Vite » murmura Sophia, poussant la trappe. « Montez !» Thomas s'empressa de grimper l'échelle rouillée qui menait à l'étage supérieur. Il émergea dans ce qui semblait être une cave moderne, remplie de vieilles malles et de bouteilles de vin. Sophia le suivit rapidement, refermant silencieusement la trappe derrière elle. « Par ici » dit-elle, le guidant vers un escalier. « L'appartement est au premier étage. » Ils montèrent aussi silencieusement que possible. L'appartement en question était petit mais élégamment meublé, avec des étagères couvertes de livres anciens et des tableaux aux murs qui semblaient dater de plusieurs siècles. Sophia verrouilla soigneusement la porte derrière eux et activa un système d'alarme moderne. « Nous devrions être en sécurité ici pour un moment. L'ordre ne connaît pas tous nos refuges. » Elle alluma plusieurs lampes, baignant la pièce d'une lumière chaude, puis se dirigea vers un bureau ancien sur lequel était posé un ordinateur portable dernier cri, un contraste saisissant qui semblait symboliser la nature même de l'aube dorée, à cheval entre passé et présent. « Maintenant, dit-elle en s'asseyant, montrez-moi ce que vous avez découvert dans le journal. » Thomas sortit son ordinateur et ouvrit ses notes. Pendant l'heure qui suivit, ils travaillèrent ensemble à décoder les passages les plus cryptiques du manuscrit. Sophia possédait une connaissance approfondie des symboles alchimiques que Thomas n'avait jamais rencontrés dans ses recherches académiques. « Regardez ce passage, dit-il, pointant une série de symboles particulièrement complexes. Valois parle d'une transformation finale, mais la formule qui suit est différente des autres. Elle utilise des symboles que je n'ai jamais vus ailleurs dans le texte. » Sophia se pencha pour examiner les symboles, son visage s'assombrissant. « C'est parce que ce n'est pas une formule alchimique ordinaire. C'est un avertissement. » Elle se leva et se dirigea vers une des bibliothèques, en tirant un volume relié de cuir rouge. « L'immortalité a un prix, Docteur Dumont. Valois n'a pas été le premier à le découvrir, ni le dernier. » Elle ouvrit le livre, révélant des pages couvertes de symboles similaires à ceux du journal. « Ceci est un autre journal, écrit par un membre de l'aube dorée au XVIIIe siècle. Il décrit les effets de l'élixir d'immortalité sur ceux qui l'ont consommé. » Thomas s'approcha pour examiner les pages jaunies. « Quels effets? » « La corruption de l'âme, répondit Sophia gravement. « L'immortalité physique s'accompagne d'une dégradation spirituelle. Plus on vit longtemps, plus on perd son humanité. Les émotions s'estompent, l'empathie disparaît. On devient progressivement quelque chose d'autre. » Un frisson parcourut l'échine de Thomas. « Vous en avez été témoin? » Sophia hocha lentement la tête. « J'ai vu des membres de l'ordre qui avaient utilisé la formule. Ils ne sont plus vraiment humains. C'est pour ça que nous devons protéger ce secret. L'immortalité n'est pas un don, c'est une malédiction. » Un bruit soudain les fit sursauter, des pas dans l'escalier. Sophia se précipita vers la fenêtre, jetant un coup d'œil prudent à travers les rideaux. « Non, murmura-t-elle.
C'est impossible. Ils ne peuvent pas avoir trouvé. Le bruit d'une explosion retentit, faisant trembler la porte d'entrée sur ses gonds. Sophia sortit son arme tandis que Thomas serrait le journal contre lui. La fenêtre, cria Sophia. Vite. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, la porte vola en éclats. 3 hommes en noir firent irruption dans l'appartement, leurs armes braquées sur eux. Le journal, ordonna l'un d'eux, sa voix étrangement dépourvue d'émotion. Maintenant. Sophia tira 2 fois, touchant l'un des assaillants à l'épaule. L'homme chancela à peine, comme si la blessure n'était qu'un désagrément mineur. À terre, cria Sophia à Thomas, renversant une table pour créer un abri de fortune. Dans la confusion qui suivit, Thomas vit l'un des hommes s'emparer du journal. Il tenta de le retenir, mais un coup violent à la tête le fit chanceler. Le précieux manuscrit lui échappa des mains. Non, cria-t-il, mais c'était trop tard. Les hommes battaient déjà en retraite, emportant leur prix avec eux. Cependant, dans leur hâte, ils ne remarquèrent pas un détail crucial, une page s'était détachée du journal pendant la lutte, glissant sous un meuble. Sophia se précipita vers Thomas, vérifiant rapidement s'il n'était pas blessé. Ça va. Il hocha la tête, encore sonné. Le journal, ils l'ont. Pas tout, dit Sophia, se baissant pour ramasser la page tombée. Ses yeux s'élargirent en reconnaissant son contenu. C'est la clé du code, la page la plus importante du journal. Sans elle, le reste n'est que du charabia. Thomas se releva péniblement, s'appuyant contre le mur. Alors ce n'est pas fini? Non, répondit Sophia, un léger sourire aux lèvres malgré la situation. En fait, ça ne fait que commencer. Mais nous allons avoir besoin d'aide. Elle sortit son téléphone et composa rapidement un numéro. Claire? C'est Sophia. Nous avons besoin de tes services. Oui, c'est urgent. L'ordre a le journal de Valois, mais nous avons la clé. Thomas observa l'appartement dévasté, réalisant que sa vie venait de basculer définitivement dans un monde dont il ignorait l'existence quelques heures plus tôt. Un monde où l'immortalité était possible, où des sociétés secrètes se battaient dans l'ombre, et où les mythes qu'il étudiait dans ses livres d'histoire prenaient soudain une dimension terrifiante de réalité. Sophia raccrocha et se tourna vers lui. Êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout, docteur Dumont? Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Thomas regarda la page du journal dans sa main, les symboles mystérieux semblant presque pulser dans la lumière du matin qui commençait à filtrer à travers les rideaux. Je suis déjà allé trop loin pour reculer maintenant, répondit-il. Et j'ai besoin de savoir la vérité. Sophia hocha la tête avec approbation. Alors allons-y. Claire nous attend. Ils quittèrent l'appartement dévasté, laissant derrière eux les échos d'une bataille qui n'était que le premier acte d'un drame bien plus vaste. Dans les rues de Paris qui s'éveillaient, personne ne remarqua le jeune historien et la mystérieuse femme qui marchaient rapidement vers leur prochaine destination, portant avec eux un fragment de papier qui pourrait changer le destin de l'humanité. La cryptographe. L'aube se levait sur Paris, baignant les rues d'une lumière dorée qui faisait scintiller les flaques d'eau laissées par la pluie nocturne. Thomas et Sophia marchaient d'un pas rapide dans les ruelles du quartier latin, leurs ombres s'étirant devant eux sur les pavés humides. Claire est notre meilleur cryptographe, expliquait Sophia tandis qu'ils traversaient la place de la Contrescarpe. Si quelqu'un peut décoder cette page et nous aider à comprendre le reste du journal, c'est elle. Thomas serra un peu plus fort la précieuse page dans la poche intérieure de sa veste. Les événements de la nuit, le vol du journal, la fusillade, les hommes qui semblaient insensibles au bal, tout cela tournait dans son esprit comme un cauchemar dont il n'arrivait pas à se réveiller. Ces hommes, dit-il finalement, ceux qui nous ont attaqués, ils avaient pris l'élixir d'immortalité, n'est-ce pas? Sophia hocha gravement la tête. Certains membres de l'ordre utilisent une version incomplète de la formule. Elle leur confère une force et une résistance surhumaines, mais les effets secondaires sont dévastateurs. Ils s'arrêtèrent devant une petite boutique d'antiquités dont la devanture était encore fermée. Des horloges anciennes et des instruments scientifiques d'un autre âge s'entassaient derrière la vitrine poussiéreuse. Sophia sortit une clé et ouvrit la porte, faisant tinter une clochette au-dessus de leur tête. L'intérieur de la boutique était un dédale fascinant d'objets anciens. Des étagères croulaient sous le poids de livres reliés en cuir, des vitrines présentaient des instruments de navigation maritime, et des horloges de toute taille marquaient différentes heures, leur tic-tac créant une étrange symphonie mécanique. Claire, appela Sophia. Un bruit de métal et un juron étouffé leur parvinrent de l'arrière-boutique, suivi de l'apparition d'une jeune femme d'une trentaine d'années.
Ses cheveux roux ébouriffés étaient retenus en arrière par des lunettes de protection, et une blouse de travail couverte de taches d'huile protégeait ses vêtements. « Sophia, dit-elle en essuyant ses mains sur un chiffon. Tu as fait vite. » Ses yeux noisettes se posèrent sur Thomas, l'étudiant avec curiosité. « Alors c'est lui, le fameux historien qui a mis le feu aux poudres ? » Docteur Thomas Dumont, se présenta-t-il, tendant la main. Claire l'ignora, se tournant vers Sophia. « Tu es sûr de lui ? » « Il a risqué sa vie pour protéger le journal, répondit Sophia. « Et il a déjà fait des découvertes intéressantes sur le code. » Claire soupira, retirant ses lunettes de protection. « Très bien. Montrez-moi cette fameuse page. » Ils la suivirent dans l'arrière-boutique, une pièce qui ressemblait plus à un laboratoire qu'à un atelier d'antiquaire. Des écrans d'ordinateur côtoyaient des machines étranges qui semblaient sorties d'un roman de Jules Verne. Sur un établi, une horloge astronomique démontée étalait ses rouages complexes. Claire dégagea une table de travail, poussant sans ménagement plusieurs livres et instruments. Thomas sortit précautionneusement la page du journal et la déposa sur la surface dégagée. Murmura Claire, se penchant sur le document. Elle enfila une paire de gants en latex et commença à examiner le papier sous une loupe puissante. 17e siècle, sans aucun doute. L'encre est authentique aussi. Elle releva la tête, une lueur d'excitation dans les yeux. Ces symboles, ils suivent un motif que je n'ai vu qu'une seule fois auparavant. Elle se dirigea vers une des étagères et en tira un épais volume relié de cuir noir. En l'ouvrant, Thomas aperçut des pages couvertes de symboles similaires à ceux du journal. « Le grimoire de Nicolas Flamel ?» demanda-t-il, stupéfait. Claire eut un petit sourire. Une copie du XVIe siècle. L'original est ailleurs. Mais Valois s'est clairement inspiré de son système de codage. Elle posa le grimoire à côté de la page du journal et commença à comparer les symboles, prenant des notes rapides sur un carnet. « C'est fascinant, murmura-t-elle. Valois a utilisé le système de base de Flamel, mais il l'a modifié, ajoutant des couches supplémentaires de complexité. C'est comme une partition de musique à plusieurs voix. » Thomas s'approcha, intrigué. « Que voulez-vous dire ? » Chaque symbole a plusieurs niveaux de signification, expliqua Claire, traçant du doigt une série de signes. Le premier niveau est alchimique, il décrit des processus chimiques réels. Le second est philosophique, il cache des concepts métaphysiques. Et le troisième ? Elle s'interrompit, fronçant les sourcils. Le troisième niveau est différent. C'est presque comme si... Un bruit métallique la fit sursauter. Sur l'établi derrière eux, une des horloges s'était mise à sonner, emplissant la pièce de son carillon cristallin. 8 heures, dit Sophia, regardant sa montre. La boutique devrait être ouverte depuis une demi-heure. Claire hocha la tête distraitement, déjà replongée dans son analyse. Allez-y. J'ai besoin de temps pour travailler sur ça. Et j'ai une couverture à maintenir. Alors que Sophia et Thomas se dirigeaient vers la porte, Thomas remarqua une photo sur le bureau de Claire, elle plus jeune, avec un homme plus âgé qui lui ressemblait de façon frappante. « Mon père, dit Claire, surprenant son regard. Il était membre de l'Aube dorée. Les gardiens l'ont tué il y a 5 ans. » Sa voix était neutre, mais Thomas pouvait sentir la douleur sous-jacente. « Je suis désolé, dit-il doucement. »« Ne le soyez pas, répondit-elle, ses yeux brillant d'une détermination farouche. Aidez-moi plutôt à comprendre ce qu'il protégeait. » Sophia posa une main sur l'épaule de Claire. « Nous reviendrons dans quelques heures. Sois prudente. » Une fois dans la rue, Thomas ne put s'empêcher de poser la question qui le taraudait. Son père, il a vraiment été tué par l'ordre? Sophia acquiesça gravement. Bernard Dubois était l'un de nos meilleurs cryptographes. Il avait fait des progrès significatifs dans le décodage des textes anciens de l'Aube dorée. L'ordre l'a éliminé avant qu'il ne puisse partager ses découvertes. Ils marchèrent en silence pendant un moment, chacun perdu dans ses pensées. Le soleil était maintenant plus haut dans le ciel, et les rues commençaient à s'animer. « Où allons-nous maintenant ?» demanda Thomas. « Nous avons quelques heures à tuer pendant que Claire travaille, répondit Sophia. Et vous avez besoin de vêtements propres et de quelque chose à manger. Il y a un autre appartement sur pas très loin d'ici. » Thomas réalisa soudain qu'il portait toujours les mêmes vêtements que la veille, froissés et tachés après leur fuite dans les passages souterrains. Son estomac gargouilla à la mention de nourriture, lui rappelant qu'il n'avait rien mangé depuis des heures. Ils prirent un petit déjeuner dans un café discret, où Sophia lui expliqua plus en détail l'histoire de l'Aube dorée et de l'Ordre des gardiens.
La guerre entre les deux sociétés durait depuis des siècles, chacune ayant des agents infiltrés à tous les niveaux de la société. L'ordre a des membres dans les gouvernements, les entreprises, les universités, expliqua Sophia. Ils sont patients et méthodiques. Ils attendent le bon moment pour s'emparer des secrets que nous protégeons. Et l'aube dorée? Nous sommes moins nombreux, mais plus déterminés. Nous nous transmettons nos connaissances de génération en génération. Chaque membre est choisi avec soin et formé pendant des années. Elle but une gorgée de café. Claire, par exemple, a pratiquement grandi dans l'aube dorée. Son père l'a initiée au code et au cryptogramme dès son plus jeune âge. Elle était déjà capable de déchiffrer des textes complexes à 12 ans. Et maintenant, elle continue son travail, dit Thomas. Par devoir, mais aussi par vengeance, acquiesça Sophia. La mort de son père l'a profondément marquée. Elle a consacré sa vie à déchiffrer les secrets qu'il protégeait. Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone de Sophia. C'était Claire. Revenez tout de suite, dit-elle sans préambule. J'ai trouvé quelque chose. Quelque chose d'important. Sophia raccrocha et se leva immédiatement. Allons-y. Le trajet de retour vers la boutique leur parut interminable. Quand ils arrivèrent, Claire les attendait dans l'arrière-boutique, son visage pâle trahissant son agitation. Regardez ça, dit-elle, pointant une série de symboles sur la page du journal. Ce n'est pas seulement une formule alchimique. C'est une carte. Une carte, répéta Thomas, perplexe. Oui. Les symboles, quand on les lit selon le 3e niveau de codage, forment un plan. Un plan des catacombes de Paris. Sophia se pencha sur le document, ses yeux brillants d'intérêt. Tu es sûr? Claire hocha la tête. Absolument. Et ce n'est pas tout. Les coordonnées indiquent un endroit précis, le laboratoire secret de Valois. Mais les catacombes s'étendent sur des kilomètres, objecta Thomas. Comment pouvons-nous être sûrs? Parce que, interrompit Claire, mon père avait trouvé la même chose. C'était sa dernière découverte avant. Sa voix se brisa légèrement. Elle se reprit et continua, il avait identifié cet endroit comme étant crucial. Les gardiens l'ont tué avant qu'ils ne puissent l'explorer. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Sophia fut la première à le rompre. Alors nous devons y aller, dit-elle simplement. Le laboratoire contient peut-être d'autres documents, des indices sur la formule complète. Je viens avec vous, déclara Claire, son ton ne laissant place à aucune discussion. Sophia hésita. Claire. Non, coupa la jeune femme. J'ai passé 5 ans à chercher des réponses. Je ne resterai pas en arrière maintenant. Thomas observa l'échange en silence, comprenant soudain que cette quête était devenue beaucoup plus personnelle qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était plus seulement une question de protéger un secret dangereux, c'était aussi une histoire de famille, de perte et de rédemption. Nous aurons besoin d'équipement, dit finalement Sophia. Les catacombes ne sont pas un endroit sûr. Claire se dirigea vers une armoire métallique dans un coin de la pièce et l'ouvrit, révélant un arsenal surprenant de matériel d'exploration, lampe frontale, cordes, boussole, et même ce qui ressemblait à des armes. Mon père gardait toujours un équipement prêt, expliqua-t-elle. Il disait qu'on ne savait jamais quand on aurait besoin de descendre dans les entrailles de Paris. Tandis qu'ils se préparaient pour leur expédition, Thomas ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qui avait changé en moins de 24 heures. La veille encore, il était un simple historien poursuivant une théorie académique. Maintenant, il s'apprêtait à explorer les catacombes de Paris à la recherche d'un laboratoire alchimique secret, accompagné d'une gardienne de société secrète et d'une cryptographe en quête de vengeance. « Êtes-vous prêt ?» demanda Sophia, lui tendant une lampe frontale. Thomas l'ajusta sur sa tête, sentant le poids de cette nouvelle réalité s'installer sur ses épaules. Aussi près qu'on peut l'être quand on s'apprête à plonger dans les secrets les plus profonds de Paris. Claire verrouilla la porte de la boutique et accrocha un panneau, fermé pour inventaire, à la vitrine. Alors qu'il se dirigeait vers l'entrée des catacombes la plus proche, le soleil disparaissait derrière les nuages, comme si même le ciel pressentait qu'il s'apprêtait à descendre dans les ténèbres à la recherche de vérités oubliées. Les catacombes. Le décodage minutieux du journal avait révélé que Valois, dans sa sagesse ou sa paranoïa, avait dissimulé ses recherches les plus précieuses dans les profondeurs des catacombes parisiennes. Claire, dont les yeux brillaient d'une détermination nouvelle, insista pour les accompagner. Sa connaissance approfondie des souterrains de Paris, héritage des nombreuses explorations avec son père, serait inestimable. Les catacombes ne sont pas qu'un simple ossuaire, expliqua-t-elle tandis qu'ils se préparaient pour leur descente.
C'est un véritable labyrinthe de plus de 300 km de galeries. Sans guide expérimenté, on peut errer pendant des jours dans ces tunnels. Sophia vérifia une dernière fois son équipement, lampe frontale, cordes, plans anciens des galeries, et bien sûr, son arme, dissimulée mais toujours à portée de main. L'aube n'avait pas encore point lorsqu'ils se retrouvèrent près de la place d'Enfer Rochereau, devant une entrée confidentielle connue seulement des initiés. Cette entrée était utilisée par les membres de l'Aube dorée depuis des siècles, murmura Sophia, ses doigts experts manipulant une serrure ancienne dissimulée derrière une pierre apparemment banale. Les plans officiels ne la mentionnent pas. Le mécanisme céda dans un cliquetis métallique à peine audible, révélant un passage étroit qui s'enfonçait dans les entrailles de Paris. L'air qui s'en échappait était lourd, chargé d'humidité et de l'odeur caractéristique de la pierre ancienne. Thomas frissonna involontairement, moins à cause du froid que de l'appréhension de ce qui les attendait. Mon père m'emmenait souvent ici, confia Claire alors qu'ils commençaient leur descente, sa voix teintée de nostalgie. Il disait toujours que sous Paris se cachait plus de secrets que dans tous les musées réunis. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait dire à l'époque. Maintenant, elle laissa sa phrase en suspens, ses pensées visiblement tournées vers des souvenirs plus sombres. Les marches anciennes, usées par des siècles de passages clandestins, les conduisirent toujours plus profondément sous la ville. Le bruit de leurs pas résonnait faiblement contre les parois de pierre, créant une étrange mélodie souterraine. Après ce qui sembla être une éternité, ils atteignirent enfin le niveau principal des catacombes. Les galeries s'étendaient dans toutes les directions, leurs murs tapissés d'ossements soigneusement arrangés. Des crânes, par milliers, les observaient de leurs orbites vides, témoins silencieux de leur intrusion dans ce royaume des morts. « C'est fascinant, » murmura Thomas, son instinct d'historien prenant momentanément le dessus sur leur mission. Ces arrangements, certains datent de la Révolution française. Quand Paris a décidé de vider ses cimetières surpeuplés. Concentrons-nous, le coupa doucement Sophia, dont les yeux scrutaient constamment les ombres. Les indications du journal parlent d'une galerie spécifique. Claire. La jeune cryptographe sortit la page décodée, l'éclairant de sa lampe frontale. D'après les notes de Valois, nous devons suivre un chemin précis. Il utilise des points de repère qui existaient déjà à son époque. Ah, voici. Il mentionne une intersection marquée par une croix de Malte gravée dans la pierre. Ils progressèrent méthodiquement dans le labyrinthe, Claire les guidant avec une assurance née de l'habitude. Les galeries se succédaient, certaines étroites au point qu'ils devaient avancer de côté, d'autres s'ouvrant en salles plus vastes où leurs lampes peinaient à percer l'obscurité. L'humidité s'intensifiait à mesure qu'ils s'enfonçaient plus profondément. Des gouttes d'eau tombaient régulièrement du plafond, créant des flaques sur le sol inégal. Par endroits, des graffitis anciens couvraient les murs, certains datant de plusieurs siècles, témoignage de tous ceux qui avaient arpenté ces galeries avant eux. Regardez, souffla soudain Claire, pointant sa lampe vers une paroi. La croix de Malte. Le symbole, gravé avec précision dans la pierre calcaire, était à peine visible sous une fine couche de calcite qui s'était formée au fil des siècles. À côté, d'autres marques plus discrètes attirèrent l'attention de Thomas. Ces symboles, dit-il en s'approchant, ce sont les mêmes que dans le journal de Valois. Mais ils semblent plus anciens que le reste des inscriptions. Claire s'avança, son expertise en cryptographie s'éveillant à la vue des marques mystérieuses. Ses doigts tracèrent délicatement les contours des symboles, comme si ce contact physique pouvait lui en révéler le sens. « C'est extraordinaire, » murmura-t-elle, excitée. « Ces marquages, ce ne sont pas de simples décorations. C'est un système complexe de notation alchimique. Je reconnais certains symboles de base, mais la façon dont ils sont combinés. » Valois était un génie. La formule est. Un coup de feu déchira soudain le silence des catacombes, le bruit amplifié par les parois de pierre résonnant comme le tonnerre dans les galeries étroites. Sophia s'effondra avec un cri étouffé, sa main pressée contre son épaule où une tache sombre s'élargissait rapidement. L'écho du coup de feu continuait de résonner dans les tunnels, se mêlant maintenant au bruit de pas précipités qui se rapprochaient. Les ombres semblaient prendre vie autour d'eux, dansant de manière menaçante dans la lumière vacillante de leurs lampes. Sophia, cria Thomas, se précipitant vers elle. Mais avant qu'il puisse l'atteindre, un second coup de feu ricocha sur la pierre près de sa tête, l'obligeant à se mettre à couvert derrière une pile d'ossements. Dans la pénombre des catacombes, les crânes semblaient ricaner face à leur situation désespérée. L'histoire millénaire de Paris observait en silence ce nouveau drame qui se jouait dans ses entrailles, ajoutant un chapitre de plus à ses innombrables secrets.
Le sang de Sophia gouttait lentement sur le sol poussiéreux des catacombes, chaque goutte marquant le passage du temps dans ce lieu où il semblait s'être arrêté des siècles auparavant. L'écho des pas se rapprochait inexorablement, annonçant l'arrivée imminente de leurs poursuivants. Les lampes frontales créaient un jeu d'ombre inquiétant sur les murs couverts d'ossements, transformant ce lieu déjà macabre en une scène de cauchemar. L'air, déjà lourd d'humidité et d'histoire, semblait maintenant chargé d'une tension électrique, prélude à la confrontation qui allait suivre. Dans l'obscurité des catacombes parisiennes, les secrets de l'immortalité attendaient d'être révélés, tandis que le destin de ceux qui les cherchaient se jouait dans un ballet mortel, sous le regard vide de millions de crânes, témoins silencieux des folies humaines à travers les âges. Trahison. Je suis désolé, dit Claire, sa voix tremblant légèrement tandis qu'elle braquait son arme sur Thomas. Le métal froid du pistolet brillait dans la lumière vacillante des lampes frontales. Mais l'ordre paie mieux que l'aube dorée. Beaucoup mieux. Dans l'obscurité des catacombes, le temps semblait s'être figé. Les gouttes d'eau qui tombaient du plafond marquaient les secondes avec une régularité macabre, comme un métronome funèbre. Sophia, touchée à l'épaule, gémissait doucement, son sang formant une petite flaque sur le sol calcaire. « Comment as-tu pu » murmura Thomas, la déception et l'amertume se mélangeant dans sa voix. « Nous te faisions confiance. » Claire laissa échapper un rire sans joie, un son qui résonna étrangement contre les parois couvertes d'ossements. La confiance. C'est un luxe que je ne peux plus me permettre. Pas depuis que j'ai découvert la vérité. Des bruits de pas résonnèrent dans les tunnels adjacents, se rapprochant inexorablement. Les échos se multipliaient dans le labyrinthe souterrain, donnant l'impression d'être encerclés par une armée invisible. Bientôt, les hommes en noir de la nuit précédente émergèrent des ombres, leurs silhouettes se découpant comme des spectres dans la pénombre. « Tu nous as suivis depuis le début » réalisa Thomas, les pièces du puzzle s'assemblant enfin dans son esprit. « La boutique d'antiquité, ton histoire sur ton père. »« Mon histoire ?» Claire serra les dents, une lueur de douleur traversant son regard. « Mon père n'est pas mort, c'est vrai. Il dirige l'ordre des gardiens. Mais le reste n'était pas un mensonge. » Les hommes en noir se positionnèrent autour d'eux, leurs armes pointées vers Thomas et Sophia. L'un d'eux tenait le journal volé, ses pages jaunies contrastant avec ses gants noirs. Sophia tenta de se redresser, grimaçant de douleur. « Claire, écoute-moi. Quelle que soit la somme qu'ils t'ont promise, ça n'en vaut pas la peine. Tu ne sais pas ce que tu... Tais-toi. » La voix de Claire claqua comme un coup de fouet. « Tu ne sais rien de moi, de ma vie, de ce que j'ai traversé. Mon père, il m'a tout expliqué. Comment l'Aube dorée a manipulé l'histoire, comment elle a maintenu son pouvoir en gardant le secret de l'immortalité pour elle-même. » L'humidité des catacombes semblait s'être intensifiée, créant une atmosphère encore plus oppressante. Les crânes alignés le long des murs paraissaient observer la scène avec une curiosité morbide, témoins silencieux d'une trahison de plus dans leur royaume souterrain. « Tu penses vraiment que c'est aussi simple ?» demanda Thomas, gagnant du temps tout en observant les symboles sur le mur derrière Claire. Quelque chose dans leur arrangement lui paraissait familier, une configuration qu'il avait déjà vue dans ses recherches. « Tu penses que l'ordre des gardiens te dit toute la vérité ?» Claire hésita une fraction de seconde, son arme tremblant légèrement. « Mon père ne me mentirait pas. »« Ton père. » Thomas choisissait ses mots avec précaution, son esprit travaillant frénétiquement pour déchiffrer les symboles. « Quand l'as-tu vu pour la dernière fois ? Je veux dire, vraiment vu, pas juste aperçu ou parlé au téléphone ?» Un éclair d'incertitude traversa le regard de Claire. Sa main libre se porta inconsciemment à un médaillon qu'elle portait autour du cou, un geste que Thomas avait déjà remarqué plusieurs fois. « Il est très occupé, répondit-elle, mais sa voix avait perdu de son assurance. L'ordre demande beaucoup de temps et d'engagement. Claire, dit doucement Sophia, sa voix affaiblie par la perte de sang mais toujours claire. Regarde-moi. Je connais ton père. Je l'ai connu avant qu'il ne change. Les yeux de Claire s'élargirent sous le choc. Tu connaissais mon père ? Il était différent autrefois, n'est-ce pas, continua Sophia, chaque mot semblant lui coûter un effort considérable. Plus chaleureux, plus présent. Il riait plus souvent. Il te racontait des histoires, t'emmenait explorer les catacombes. Et puis, petit à petit, il a changé. Les larmes commençaient à briller dans les yeux de Claire, reflétant la lueur des lampes. Un des hommes en noir fit un pas en avant, mais elle leva la main pour l'arrêter. Comment ? Sa voix se brisa. Comment sais-tu tout ça ?
Parce que j'ai vu ce changement chez d'autres, répondit Sophia. C'est ce qui arrive quand on utilise la formule d'immortalité. Ce n'est pas seulement le corps qui continue de vivre, Claire. C'est quelque chose de bien plus terrible. Thomas observait toujours les symboles sur le mur, leur signification commençant à prendre forme dans son esprit. Les notes de Valois, les avertissements codés, tout prenait soudain un sens nouveau et effrayant. « Claire, attends !» cria-t-il soudainement. « La formule, ce n'est pas ce que tu crois. Ces symboles, ce ne sont pas des instructions, c'est un avertissement. » Un silence pesant tomba sur le groupe, uniquement troublé par le bruit des gouttes d'eau tombant du plafond et l'écho lointain du métro parisien au-dessus d'eux. Un avertissement ? La voix de Claire tremblait maintenant ouvertement. « Que veux-tu dire ? Regarde les symboles, continua Thomas, pointant les marques sur le mur. La configuration, la façon dont ils sont arrangés. C'est un ancien dialecte alchimique, mais pas celui qu'on utilise habituellement pour les formules de transformation. C'est celui qu'on employait pour les malédictions, les dangers mortels. » Les hommes en noir échangèrent des regards inquiets, leur assurance professionnelle commençant à se fissurer face à ces révélations. « Valois a découvert quelque chose, poursuivit Thomas, sa voix prenant de l'assurance à mesure qu'il déchiffrait les symboles. Quelque chose de terrible. L'immortalité a un prix, Claire. Un prix que ton père paie en ce moment même. » Un bruit de pas lourd résonna soudain dans la galerie, différent des échos précédents. Plus pesant, plus menaçant. Claire se retourna brusquement, son visage pâlissant dans la lumière des lampes. « Papa » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. La silhouette qui émergea des ténèbres n'avait plus grand-chose d'humain. Grand, terriblement maigre, l'homme qui avait été le père de Claire se mouvait avec une grâce surnaturelle qui n'appartenait pas à ce monde. Ses yeux, brillants d'une lueur dorée inhumaine, balayèrent la scène avant de se fixer sur sa fille. Claire, sa voix était comme du métal raclant la pierre, dépourvue de toute chaleur. « Tu as bien travaillé. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Claire. « Papa, qu'est-ce qui t'est arrivé ? » « J'ai obtenu ce que je cherchais, répondit-il, écartant les bras dans un geste théâtral qui fit frissonner tous les présents. L'immortalité. Le pouvoir. La connaissance éternelle. Mais à quel prix, intervint Sophia, sa voix plus forte malgré sa blessure. Regarde-toi, Marcus. Tu n'es plus l'homme que j'ai connu. Tu n'es plus le père que Claire a aimé. Les yeux dorés de Marcus se plissèrent dangereusement. L'amour est une faiblesse des mortels. J'ai dépassé ces limitations insignifiantes. Claire recula d'un pas, son âme toujours pointée mais maintenant dirigée vers son père. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas toi. Mon père n'aurait jamais. Ton père était faible, coupa Marcus, sa voix devenant plus métallique encore. Comme tu le es maintenant. Comme tous les mortels le sont. Mais grâce à la formule de Valois, je suis devenu quelque chose de plus. Quelque chose de meilleur. Thomas fit un pas en avant, se plaçant entre Claire et son père. La formule ne t'a pas rendu meilleur, Marcus. Elle t'a volé ton humanité. C'est ce que Valois essayait d'empêcher. C'est pour ça qu'il a caché ses découvertes ici, protégées par l'aube dorée. Les hommes en noir reculaient maintenant lentement, visiblement perturbés par l'apparence et le comportement de leur chef. L'air dans les catacombes semblait s'être refroidi encore davantage, comme si la présence même de Marcus absorbait toute chaleur. L'humanité, cracha Marcus avec mépris. Une limitation dont je me suis libéré. Claire, donne-moi ton arme. Il est temps d'en finir avec ces distractions. Claire regardait son père, ses mains tremblant violemment maintenant. Dans ses yeux, Thomas pouvait voir le combat qui se livrait, entre l'amour qu'elle avait pour son père et l'horreur de ce qu'il était devenu. Les crânes alignés le long des murs semblaient observer la scène avec une attention renouvelée, comme si les âmes des anciens Parisiens retenaient leur souffle, attendant de voir comment cette tragédie moderne allait se dénouer dans leur royaume souterrain. L'histoire millénaire de Paris, enfouie dans ces galeries, allait être témoin d'un choix qui pourrait changer le cours de l'histoire, ou du moins, celui de leur vie. Dans l'obscurité des catacombes, entourés par les vestiges de générations passées, le destin de l'humanité se jouait une fois de plus, comme il s'était déjà joué tant de fois auparavant dans ces souterrains chargés de secrets. Dans un moment de tension absolue, où l'air humide des catacombes semblait se figer autour d'eux, Thomas sentit son esprit s'éclairer d'une compréhension soudaine. Les symboles gravés dans la pierre, qu'il fixait depuis plusieurs minutes, commencèrent à révéler leur véritable signification. Ce n'était pas une simple formule alchimique comme ils l'avaient tous cru,
c'était quelque chose de bien plus profond, de bien plus troublant. « Claire, je t'en supplie, écoute-moi » s'écria-t-il, sa voix résonnant contre les parois millénaires. La formule, ce n'est pas du tout ce que nous pensions. Ce que ton père recherche, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Les yeux de Claire, brillant dans la pénombre des tunnels, trahissaient un conflit intérieur. Son arme, toujours pointée sur Thomas, tremblait légèrement. Sophia, allongée sur le sol humide des catacombes, pressait sa main contre son épaule blessée, observant la scène avec une tension palpable. « Explique-toi, » ordonna Claire, sa voix trahissant un mélange de méfiance et de curiosité. Thomas prit une profonde inspiration, ses doigts effleurant les symboles anciens. « Regarde attentivement ces gravures. J'ai passé des années à étudier les textes alchimiques, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Valois n'a pas simplement découvert le secret de l'immortalité, il a découvert son terrible prix. » Il pointa du doigt une série de symboles particuliers. « Vois-tu ces signes ? Dans la plupart des textes alchimiques, ils représentent la transformation, la purification. Mais ici, Valois les a modifiés subtilement. Il a ajouté des marques qui changent complètement leur signification. Ce ne sont pas des instructions, c'est un avertissement. Les hommes en noir s'étaient rapprochés, formant un demi-cercle autour d'eux, leurs armes prêtes mais leur visage trahissant une curiosité grandissante. L'écho de l'eau goûtant quelque part dans les profondeurs marquait chaque seconde de silence. « L'immortalité n'est pas un don gratuit, » poursuivit Thomas, sa voix prenant un ton plus grave. Chaque année volée à la mort a un coût. L'âme humaine n'est pas conçue pour supporter le poids de l'éternité. Peu à peu, jour après jour, année après année, elle se dégrade, se corrompt. Claire baissa légèrement son arme, ses yeux s'écarquillant alors que les souvenirs semblaient l'assaillir. « Mon père » murmura-t-elle. « Oui, » intervint Sophia, sa voix affaiblie par la douleur mais claire. « Tu l'as remarqué, n'est-ce pas ? Les changements subtils au début, puis de plus en plus prononcés. La façon dont son regard a changé, dont sa compassion s'est éteinte peu à peu. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Claire. Il était différent avant. Quand j'étais petite, il me lisait des histoires, il riait, il s'émerveillait devant les petites choses de la vie. Mais ces dernières années. L'immortalité consume l'âme, expliqua Thomas, s'approchant lentement de Claire. C'est comme une flamme qui brûle trop longtemps, elle finit par consumer tout l'oxygène autour d'elle. L'esprit humain n'est pas fait pour contenir des siècles d'existence. Les émotions s'émoussent, l'empathie disparaît, les souvenirs deviennent des fardeaux trop lourds à porter. Il désigna d'autres symboles sur le mur. Regarde ces inscriptions. Valois décrit le processus en détail. La première décennie, on ne remarque presque rien. Peut-être une légère diminution de l'enthousiasme, un certain détachement. Mais après 50 ans, les changements deviennent plus évidents. Après un siècle, la personne n'est plus qu'une ombre d'elle-même. C'est pour cela que l'aube dorée existe, ajouta Sophia, se redressant légèrement malgré sa blessure. Pas pour garder le pouvoir pour nous-mêmes, mais pour protéger l'humanité de cette malédiction. Nous ne sommes pas des gardiens de secrets, nous sommes des protecteurs de l'âme humaine. Un bruit de pas résonna soudain dans le tunnel, accompagné d'une présence qui semblait faire baisser la température de plusieurs degrés. Une silhouette émergea de l'obscurité, grande et imposante, mais avec quelque chose d'inhumain dans sa démarche. « Papa » murmura Claire, sa voix tremblante. Le père de Claire s'avança dans la faible lumière des lampes. Son visage, autrefois sans doute chaleureux, était maintenant un masque de froideur. Ses yeux, d'une couleur dorée surnaturelle, semblaient brûler d'une flamme intérieure qui n'avait plus rien d'humain. « Assez de ces absurdités, déclara-t-il d'une voix qui ressemblait au raclement du métal sur la pierre. L'immortalité est le plus grand des dons. Les faibles d'esprit ne peuvent pas comprendre sa vraie valeur. Regarde-toi, Bernard, dit Sophia, utilisant son prénom pour la première fois. Regarde ce que tu es devenu. Te souviens-tu de l'homme que tu étais? Du père que tu étais? Les yeux dorés se plissèrent légèrement. J'étais faible. Limité. Maintenant, je suis au-delà de ces préoccupations insignifiantes. Ces préoccupations insignifiantes, répéta Claire, sa voix montant d'une octave. Tu parles de l'amour? De la compassion? De la famille? Des constructions temporaires, répondit-il avec un geste dédaigneux de la main. Des chaînes qui nous retiennent dans notre médiocrité mortelle. Thomas observait l'échange avec une fascination horrifiée. Les symboles sur le mur prenaient vie devant ses yeux à travers cet homme qui avait perdu son humanité morceau par morceau.
Claire, dit-il doucement, les derniers symboles de Valois parlent d'un choix. L'immortalité peut être révoquée. Mais cela doit être un choix conscient, et il doit être fait avant que la dernière étincelle d'humanité ne s'éteigne. Le père de Claire fit un pas en avant, ses mouvements étrangement mécaniques. Vous ne comprenez pas. Je vois maintenant des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Le temps n'est plus une prison pour moi. Je suis seul, coupa Claire, des larmes coulant librement sur son visage. Tu es terriblement seul, n'est-ce pas, papa? C'est pour ça que tu veux que je te rejoigne? Parce que tu ne peux plus supporter cette solitude? Quelque chose vacilla dans les yeux dorés. Pendant une fraction de seconde, une ombre de l'homme qu'il avait été sembla transparaître. Je me souviens. Commença-t-il, sa voix perdant momentanément son timbre métallique. Je me souviens de toi, petite. Tu avais peur du noir. Je laissais une veilleuse allumée et je te racontais des histoires jusqu'à ce que tu t'endormes. Claire fit un pas vers lui, baissant complètement son arme. Oui, papa. Tu me racontais les aventures de la petite fille qui parlait aux étoiles. Tu disais toujours que son plus grand pouvoir était sa capacité à aimer. Bernard porta une main à son visage, comme frappé par une douleur invisible. Je ne peux plus ressentir ces choses. C'est comme si tout était derrière un mur de verre. Je vois les souvenirs, mais je ne peux plus les toucher, les ressentir. Ce n'est pas trop tard, intervint Thomas, pointant les derniers symboles sur le mur. Valois a laissé des instructions précises. Le processus peut être inversé, mais cela doit être un choix conscient. Une dernière affirmation d'humanité. Sophia, qui avait réussi à se mettre debout avec l'aide du mur, ajouta doucement, « Bernard, je t'ai connu avant. Tu étais un homme bon, un père aimant. Cette partie de toi existe encore, quelque part sous cette carapace d'immortalité. Mais tu dois choisir maintenant, avant qu'elle ne disparaisse complètement. » Les hommes en noir, témoins silencieux de cette scène, échangeaient des regards troublés. Beaucoup d'entre eux avaient suivi Bernard depuis des années, attirés par la promesse de l'immortalité. Mais en voyant leur chef ainsi, en comprenant le véritable prix de ce don, leur certitude commençait à vaciller. Bernard resta immobile pendant ce qui sembla être une éternité, son regard passant de sa fille au symbole sur le mur, puis à ses mains qui commençaient à trembler légèrement. Je ne voulais pas, sa voix était maintenant à peine plus qu'un murmure. Je voulais juste avoir plus de temps. Plus de temps pour voir grandir ma fille, pour accomplir mes recherches, pour comprendre les mystères de l'univers. Je ne savais pas que chaque année supplémentaire me volerait un peu plus de ma capacité à apprécier ces choses mêmes pour lesquelles je voulais plus de temps. Claire s'approcha encore, jusqu'à ce qu'elle puisse toucher le visage de son père. Il n'est pas trop tard, papa. Choisis la vie, la vraie vie, avec toutes ses imperfections, sa beauté et sa finitude. Dans les profondeurs des catacombes de Paris, entouré par les ossements de générations passées, Bernard ferma les yeux. Quand il les rouvrit, une larme, la première depuis des décennies, coula sur sa joue. « Montre-moi comment, dit-il simplement à Thomas. Montre-moi comment redevenir mortel. » Thomas s'approcha du mur, ses doigts traçant les symboles avec révérence. Le processus est simple, mais il requiert un acte de volonté pure. Tu dois consciemment choisir de renoncer à chaque année supplémentaire, accepter la mortalité dans toute sa fragilité et sa beauté. Pendant l'heure qui suivit, dans le silence solennel des catacombes, Thomas guida Bernard à travers le rituel décrit par Valois. Les hommes en noir, comprenant enfin la véritable nature de leur quête, déposèrent leurs armes et formèrent un cercle respectueux autour de la scène. Peu à peu, les yeux de Bernard perdirent leur éclat doré surnaturel, retrouvant leur couleur brune d'origine. Son visage, figé depuis si longtemps dans une expression de froideur, commença à s'animer de micro-expressions humaines. Et quand tout fut terminé, quand la dernière trace d'immortalité artificielle eut quitté son corps, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des décennies, il sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux et illumina son visage. Claire se jeta dans ses bras, et père et fille s'enlacèrent, pleurant ensemble des larmes de joie et de soulagement. Sophia, appuyée contre le mur, souriait malgré sa blessure, tandis que Thomas contemplait les symboles sur le mur avec un mélange de respect et de gratitude. Le secret de l'immortalité resterait dans les catacombes, protégé non plus par la force mais par la compréhension de sa véritable nature. Car comme l'avait découvert Valois des siècles auparavant, la vraie richesse de la vie ne réside pas dans sa durée, mais dans sa profondeur, dans ces moments précieux d'amour, de connexion et d'humanité qui donnent tout son sens à notre existence mortelle. Dans les jours qui suivirent les événements dramatiques des catacombes,
Paris sembla reprendre son rythme habituel, ignorant le bouleversement qui avait eu lieu sous ces rues pavées. Pourtant, pour ceux qui avaient vécu ces moments extraordinaires, plus rien ne serait jamais comme avant. L'Aube dorée convoqua une assemblée extraordinaire dans un ancien hôtel particulier du Marais, dont la façade austère dissimulait des salles aux boiseries séculaires. Les membres de la société secrète affluèrent de toute l'Europe, comprenant l'importance historique des événements qui venaient de se dérouler. Sophia, le bras en écharpe mais le regard déterminé, présidait la réunion. À ses côtés, Thomas observait avec fascination ces hommes et ces femmes qui, depuis des siècles, protégeaient l'humanité d'elle-même. Claire, assise au premier rang, tenait la main de son père, dont le visage portait maintenant les marques naturelles de son âge véritable, mais aussi une sérénité nouvelle. « Mes amis, commença Sophia, sa voix portant jusqu'aux coins les plus reculés de la salle. Nous nous réunissons aujourd'hui non seulement pour célébrer une victoire, mais pour redéfinir notre mission. Les événements récents nous ont montré que notre rôle ne se limite pas à la simple protection d'un secret. » Elle fit un geste vers Bernard, l'invitant à se lever. L'ancien chef de l'ordre des gardiens s'avança, les épaules légèrement voûtées par le poids de ses années retrouvées, mais le regard clair et vivant. Pendant près d'un siècle, commença-t-il, sa voix tremblant légèrement, j'ai vécu dans l'illusion que l'immortalité était la clé de la connaissance ultime. J'ai sacrifié mon humanité sur l'autel de cette quête, persuadé que la fin justifiait les moyens. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, mortel, vieillissant, et pour la première fois depuis des décennies, véritablement vivant. Un murmure parcourut l'assemblée. Beaucoup connaissaient Bernard de réputation, certains l'avaient affronté au fil des années. Le voir ainsi transformé, acceptant sa mortalité avec grâce, avait quelque chose de profondément émouvant. Les membres de l'ordre des gardiens, poursuivit Sophia, ceux qui ont choisi de nous rejoindre, sont en train d'être intégrés à nos rangs. Leur perspective unique nous sera précieuse. Quant aux formules d'immortalité. Thomas s'avança alors, portant une boîte en bois ancien. Nous avons rassemblé toutes les copies connues des formules. Les journaux de Valois, les notes de recherche accumulées par l'ordre, tout ce qui pourrait permettre de reproduire le processus d'immortalité. Claire se leva à son tour. Avec l'aide des meilleurs cryptographes de l'Aube dorée, nous avons créé un nouveau code, plus complexe que tout ce qui a été fait auparavant. Les avertissements de Valois seront préservés, mais de manière à ce qu'ils ne puissent être compris que par ceux qui sont prêts à en accepter la véritable signification. Les jours suivants furent consacrés à un travail méticuleux. Dans les sous-sols de l'hôtel particulier, une équipe dirigée par Claire travaillait sans relâche pour encoder les documents. Thomas passait des heures à étudier chaque texte, s'assurant qu'aucun détail important n'était perdu dans le processus. Bernard, retrouvant peu à peu ses souvenirs et ses émotions d'avant l'immortalité, apportait une aide précieuse. Sa connaissance intime des effets de la formule permettait d'affiner les avertissements, de les rendre plus précis et plus convaincants. C'est étrange, confia-t-il un soir à Thomas, alors qu'il travaillait tard dans la bibliothèque. Chaque jour, je sens mon corps vieillir un peu plus, et pourtant, je me sens plus vivant que je ne l'ai été pendant tout mon siècle d'immortalité. Thomas hocha la tête, comprenant. L'immortalité vous avait figé, comme une photographie. Maintenant, vous êtes à nouveau dans le flux de la vie, avec tout ce que cela implique de changement et d'incertitude. Et de joie, ajouta Bernard, un sourire éclairant son visage. Hier, Claire m'a emmené dans un petit café. Le goût du café, l'odeur des croissants chauds. C'était comme si je les découvrais à nouveau. Pendant mon immortalité, je mangeais par habitude, sans rien ressentir vraiment. Les anciens membres de l'ordre des gardiens s'adaptaient différemment à leur nouvelle situation. Certains, comme Bernard, embrassaient pleinement leur réintégration dans l'Aube dorée. D'autres luttaient encore avec leurs anciennes convictions. Sophia, avec une patience infinie, travaillait avec chacun d'eux, les aidant à trouver leur place. Un matin, alors que l'automne parisien peignait les arbres des Tuileries en or et pourpre, Thomas retrouva Sophia sur un banc du jardin. Elle avait enfin retiré son écharpe, et son épaule guérissait bien. « J'ai terminé mon rapport pour les archives, dit-il, sortant un épais dossier de sa sacoche. J'ai pensé qu'il était important de documenter tout ce qui s'est passé, pour les générations futures. » Sophia parcourut les pages avec attention. « C'est remarquable, Thomas. Vous avez réussi à capturer non seulement les faits, mais aussi leur signification profonde. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tout cela signifie, admit Thomas. L'immortalité, la mort, le temps. Ce ne sont pas simplement des concepts académiques pour moi maintenant. » Sophia sourit doucement. « Vous avez changé, vous aussi. Quand je vous ai rencontré,
vous étiez un historien brillant mais détaché, voyant tout à travers le prisme de la recherche académique. Maintenant, je comprends que l'histoire n'est pas seulement dans les livres et les archives, compléta Thomas. Elle est vivante, elle se construit chaque jour à travers nos choix et nos actions. Dans les semaines qui suivirent, l'Aube dorée mit en place de nouvelles procédures. Les documents codés furent dispersés dans différentes archives à travers l'Europe, chacun contenant une partie du puzzle mais jamais la totalité. Le journal original de Valois retrouva sa place dans les archives de la Bibliothèque nationale, mais modifié de manière à ce que ses secrets les plus dangereux restent protégés. Claire développa un nouveau système de surveillance, utilisant ses compétences en cryptographie pour créer un réseau d'alerte qui permettrait de détecter toute tentative de recherche sur l'immortalité. Son père l'assistait dans cette tâche, mettant à profit sa connaissance des anciennes méthodes de l'ordre des gardiens. Un soir, alors que l'hiver s'installait sur Paris, Thomas se retrouva seul dans son appartement de la rue des Rosiers. La ville scintillait sous les premières neiges, et les toits de Paris formaient un paysage de contes de fées. Il s'installa à son bureau et ouvrit son journal personnel. L'immortalité, écrivit-il, n'est pas dans la durée de la vie, mais dans ce que nous choisissons d'en faire. Les moments les plus précieux sont ceux qui nous rappellent notre humanité, un café partagé, un rire spontané, une larme d'émotion. Ce sont ces instants, dans leur fugacité même, qui donnent tout son sens à notre existence. Il regarda par la fenêtre, observant les passants qui se hâtaient dans les rues enneigées. Chacun d'eux portait une histoire, des rêves, des espoirs. La vraie magie n'était pas dans la quête de l'éternité, mais dans cette tapisserie complexe de vie entrelacée, chacune unique et précieuse dans sa finitude même. Son téléphone vibra, affichant un message de Sophia, réunion demain, 10h. Nouvelle mission potentielle. Les catacombes ont encore des secrets à révéler. Thomas sourit. Sous les rues de Paris, d'autres mystères attendaient d'être découverts. Mais cette fois, il savait que ce n'étaient pas les secrets eux-mêmes qui importaient, mais la sagesse de savoir lesquels devaient être révélés et lesquels devaient rester dans l'ombre. Il ferma son journal et s'approcha de la fenêtre. La neige continuait de tomber doucement sur Paris, couvrant la ville d'un manteau blanc qui semblait effacer les frontières entre le passé et le présent. Quelque part dans la nuit, les cloches de Notre-Dame sonnèrent, leur son grave et profond résonnant à travers les siècles. L'Aube dorée continuerait sa mission, non plus comme de simples gardiens de secrets, mais comme protecteur de quelque chose de plus précieux encore, l'équilibre délicat entre la connaissance et la sagesse, entre le pouvoir et l'humanité. Et dans son appartement du Marais, Thomas comprit que sa véritable quête ne faisait que commencer. Car sous les pavés de Paris, dans les archives poussiéreuses et les passages secrets, d'autres mystères attendaient, non pas pour être conquis, mais pour être compris, protégés, et parfois, laissés dormir dans leur sage obscurité. Fin.